Bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter, hein. Je me présente, je m'appelle Étienne Lirette. Je suis un fier diplômé de l'INRS à la maîtrise et au doctorat en études urbaines. Euh, J'occupe actuellement un poste à la Société de transport de Montréal où je suis adjoint au directeur général et aussi directeur planification stratégique et affaires gouvernementales. Donc voilà pour la petite présentation d'usage. Je peux maintenant vous souhaiter officiellement bienvenue. Bienvenue à cette quatrième journée de la seconde édition de la semaine de la philanthropie de l'INRS. Après la séance des récipiendaires des prix puis de l'aide financière de la Fondation d'hier, une activité inspirante, du moins moi j'ai trouvé. J'imagine que comme moi, vous avez à cœur, c'est un peu pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, là, de contribuer, d'avoir un impact sur l'INRS, sa communauté et plus particulièrement, évidemment, sa communauté étudiante. Donc, si on est rassemblés ici aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'on a un intérêt pour le don et pour l'INRS. Du moins, je l'espère. Vous êtes déjà peut-être donateur vous-même, un donateur déjà très discipliné, très organisé, peut-être un futur donateur intéressé qui cherche des pistes, des leviers, ou peut-être un donateur éparpillé comme moi. Je suis un donateur et je vous avoue que j'ai tendance à être un peu éparpillé dans mes dons un peu partout. Mais on a tous en commun une chose, c'est de vouloir apprendre, de vouloir démystifier le don, un geste qui peut paraître très simple, mais il y a beaucoup de façons de donner. Il y a beaucoup de façons de maximiser son impact, d'optimiser, par exemple, ses crédits d'impôt. Il y a différents leviers à découvrir. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on vous offre. En gros, c'est une opportunité d'apprentissage, une opportunité de découverte, puis aussi une occasion pour vous de poser des questions brûlantes que vous avez déjà ou vous allez avoir en cours de présentation. J'ai la chance aujourd'hui d'être entouré de spécialistes. Moi, je vous avoue que je sors totalement de ma zone de confort aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi. Bref, on va pouvoir discuter avec eux, des spécialistes en planification financière, en fiscalité de la firme IG Gestion de patrimoine qui ont préparé une webinaire sur mesure pour nous. Alors, je vous les présente sans plus tarder. Il y a M. Pascal Larivière, qui est directeur de division et planificateur financier, qui est avec nous. On a également la chance d'avoir avec nous Mme Anne-Sophie Cognier, qui est fiscaliste. Et on a également M. Maxime Roy, également planificateur financier. Donc, bonjour, bienvenue à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue virtuellement à la STM. À la STM. Vous voyez, il faut que j'ajuste mon. Je vous ai dit que je travaillais à STM. Bienvenue virtuellement à l'INRS. Et voilà. Bienvenue à l'INRS. Écoute, Pascal, je te cède la parole pour la suite, puis je reviendrai une fois de temps en temps dans la présentation. Merci beaucoup, Étienne. Ça nous fait plaisir, un grand plaisir tous les trois d'être ici avec vous ce midi. Effectivement, les dons planifiés, les dons en général, ça peut être très complexe. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de le démystifier, donc de partir un petit peu de la base puis de rendre ça accessible aussi, là. Donc, on va passer à travers, je dirais, il y aura deux portions importantes aujourd'hui. La première portion, ça va être plus les concepts généraux au niveau des dons, les différents types de façons, de donner, les implications fiscales. Puis en deuxième portion de webinaire, aujourd'hui, on va élaborer sur des cas pratiques. Donc, on aura 3 cas pratiques à présenter dans lesquels peut-être vous pourrez vous identifier. Évidemment, au fur et à mesure de la présentation aujourd'hui, il y aura aussi des moments où vous pourrez poser des questions. Donc, on vous invite là, via l'outil questions-répondre ou via le chat également là, dans la messagerie d'envoyer vos questions. On va tenter le plus possible d'y répondre aujourd'hui. On va se garder du temps aussi à la fin pour répondre à certaines questions. Puis en fait, garder en tête, ce qu'on aimerait que vous puissiez garder en tête aujourd'hui, c'est n'essayez pas ça seul à la maison, les dons planifiés. On est là pour vous donner des exemples, dans le fond, mais chaque situation est très unique. Donc, avant de prendre une décision,
ça va être important que vous puissiez, dans le fond, être bien entouré puis d'avoir bien considéré l'ensemble des facteurs de votre situation financière personnelle. Parce qu'un don planifié, à la base, ça s'imbrique dans une situation personnelle. Donc, il faut faire un exercice de planification financière d'abord pour voir où on en est, puis quel type de don peut se permettre de donner, puis quel type de façon fiscalement avantageuse ça vaut plus la peine de donner. Donc, juste peut-être avant de rentrer dans les concepts avec Anne-Sophie, ma collègue qui est fiscaliste, je vais juste faire une petite minute ou deux sur IG là, pour vous expliquer un petit peu qui on est, d'où on vient. IG Gestion de patrimoine, on est une firme de planification financière présente à travers tout le Canada via le regroupement de la corporation financière Power, donc une société publique cotée en bourse qui représente plus de 2000 pratiques de conseillers. Donc, chez nous, on est essentiellement des planificateurs financiers, planificatrices financières qui aident nos clients dans la gestion de leur patrimoine en général, ce qui comprend la gestion des placements et l'ensemble de leurs décisions financières que les gens doivent prendre à court terme, à long terme, en vue de planifier autant l'accumulation de leurs actifs vers la retraite que le décaissement, puis la planification même successorale. Donc, les dons sont une réalité, sont un outil qu'on utilise sur une base assez régulière dans le cadre de l'exercice de planification financière. Puis on est aussi assez sensible, on est impliqué avec plusieurs fondations qu'on a dans la communauté en général pour redonner. C'est plus de 70 millions qui ont été redonnés à la collectivité chez IG depuis les 5 dernières années. L'ensemble de notre actif chez IG représente plus de 100 milliards d'actifs au Canada. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Anne-Sophie Cognier qui va présenter un petit peu plus les concepts sur les dons et la fiscalité. On va revenir plus tard sur les cas pratiques. Parfait, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Comme Pascal vient de le dire, je vais vous présenter brièvement certains concepts généraux qui s'appliquent aux dons. On va ouvrir nos horizons un peu sous forme de type de dons qu'on peut faire. On va discuter aussi des implications fiscales que ça peut avoir selon le type de don qu'on fait ou quand on le fait ou qui le fait. Donc, on peut commencer avec la base. Un don, là, il faut savoir que c'est une dévolution légale de biens ou d'une somme d'argent. Il faut que l'intention de donner soit claire. Donc, on commence avec la base. Un montant admissible de don, ce n'est pas nécessairement un don qui est sans contrepartie. C'est possible qu'il y ait une contrepartie si, par exemple, on participe à un événement bénéfice. Il faut savoir, par contre, qu'il y a une partie du don qui ne doit pas être attribuable à cette contrepartie qu'on reçoit si, par exemple, on assiste à cet événement-là. Et c'est ce montant-là de don qui apparaît habituellement sur le reçu qui nous est remis par l'organisme de bienfaisance si on participe à quelque chose comme ça. Sinon, si c'est un don qui est sans contrepartie, évidemment, le montant du don là, va être égal à la juste valeur marchande de ce qui est dévolu au bénéfice de l'organisme de bienfaisance. Donc, si c'est une somme d'argent, la juste valeur marchande est très claire. Si c'est un bien, il va falloir potentiellement l'établir. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait un don, on s'appauvrit dans l'immédiat. Il faut savoir, par contre, qu'il y a des incitatifs fiscaux qui vont venir amoindrir, voire peut-être même compenser le fait qu'on se soit appauvri sur le temps. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques petites statistiques pour s'introduire un peu là, aux dons de bienfaisance. On voit qu'il y a 5,2 millions de Canadiens qui ont fait des dons en 2019. Les dons personnels, c'est-à-dire pas les dons qui proviennent de corporations ou de sociétés, là, les dons personnels totalisaient 10,3 milliards de dollars en 2019. Donc, on voit quand même là, que les dons qui sont faits à des organismes là, quand même sont substantiels au Canada. La moyenne des dons des personnes de 55 ans et plus sont à peu près 2 fois et demi celles de 45 ans et moins. Donc, on comprend aussi qu'en fin de vie, certaines personnes vont vouloir peut-être un peu plus faire des planifications philanthropiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer plus tôt. L'âge moyen des donateurs est d'environ 55 ans et le revenu total médian des donateurs est d'environ 63 360 en 2019. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut nécessairement être très fortuné là, pour commencer à faire des dons de bienfaisance. On va commencer par un petit sondage. On veut avoir une meilleure idée un peu de votre situation ou des situations auxquelles vous avez déjà été confrontés. Donc, on va vous envoyer une question. On vous invite à répondre, s'il vous plaît. Ouais, l'idée ici, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, évidemment. C'est juste pour avoir un état des lieux. Donc, on vous laisse le temps de répondre.
le sondage, le résultat devrait apparaître à l'écran. Mais ce que je retiens de ce que tu viens de dire, Anne-Sophie, c'est que d'un, on n'a pas besoin d'être extrêmement fortuné pour donner. Puis, on n'est pas obligé d'attendre à 55 ans non plus. Ça, je comprends. C'est ça. On commence par ça. C'est bon. Donc, on a les OK. résultats du sondage. Donc, oui, on a déjà des gens qui donnent de temps à autre. Et non, la majorité qui sont avec nous ne donnent pas. Donc, sans doute des gens curieux. Puis s'ils sont ici aujourd'hui avec nous, c'est sans doute qu'il y a un intérêt pour la chose. Donc, c'est super. Ben, je vais vous laisser continuer dans ce cas-là. Parfait. En espérant que la présentation d'aujourd'hui va vous donner envie de faire des dons. Donc, quand on regarde nos options en matière de planification des dons de bienfaisance, c'est sûr qu'il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on donne. Donc, on va se demander l'objet qui va faire l'objet du don. On va se demander à qui, mais pas trop longtemps, parce que la réponse, c'est sûrement la fondation de l'INRS. On va se demander aussi quand est-ce qu'on va donner. C'est possible de donner de son vivant ou c'est possible aussi de faire un leg de bienfaisance qui peut être fait au Québec. Là, ça peut être fait en même le testament. Et on va essayer aussi, là, quand on va se demander quand on va le faire, de choisir peut-être des années où on est plus fortement imposé là, pour aller vraiment maximiser là, qu'est-ce qu'on va recevoir en termes de somme pour essayer de diminuer un peu peut-être le fardeau fiscal là, dans sa globalité pour cette année-là. On va se demander aussi, on donne comment, et donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va justement faire des dons directs? Est-ce qu'on va utiliser un véhicule comme une société ou une fiducie? Et puis, on va se demander, l'acte juridique là, provient en fait là, de quelle personne? C'est possible pour les sociétés aussi de donner. On va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Cependant, pour l'instant, on va se concentrer sur les particuliers. Donc, on va envoyer un deuxième sondage. Ouais, deuxième sondage. L'objectif ici, c'est vraiment encore là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste de connaître un peu le niveau de connaissance des gens qui participent à ces différents leviers-là. Des leviers qui, j'avoue, moi-même, ce pas des trucs avec lesquels je suis très familier. Moi, je suis du type retenu sur mon salaire. Pose pas de C'est ça. questions, c'est fait, case close. Mais là, je me rends compte que c'est peut-être pas la façon la plus optimale de maximiser mes dons. Donc, on vous a mis en fait, il s'agit d'une liste là, de certains dons de bienfaisance dont on va parler dans les prochaines minutes. On veut savoir si vous avez déjà été confronté là, à ce type de don-là ou si vous en avez déjà entendu parler. Ouais. On devrait avoir le résultat sous peu. Je le souhaite. Et voilà. Alors, plus varié, encore là. Je dirais, ben, c'est très. Aucune de ces réponses est la majorité. Je dirais ça. La majorité se retrouve là. Sinon, c'est assez bien réparti. Donc, un niveau de connaissance qui varie. Donc, on va vous laisser poursuivre là-dessus. Parfait. Donc, on arrive maintenant au temps de parler qu'est-ce qui arrive quand un particulier, c'est-à-dire un individu, une personne physique, effectue des dons dans l'année au Québec. Faut savoir que les dons, on peut réclamer les montants admissibles aux fins du crédit sont ceux des dons qu'on a effectués nous-mêmes ou ceux que notre conjoint peut avoir effectués également. Donc, c'est possible de regrouper les dons à l'intérieur d'une déclaration d'un des deux conjoints. On voit que la première tranche de 200 bénéficie de taux d'économie, là, si vous voulez, les taux de crédit là, qui sont à peu près d'un effet net de 32,5 sont un petit peu moins importants. Donc, c'est sûr qu'en combinant aussi les dons dans une seule déclaration, on peut venir chercher une petite affaire de plus. Faut savoir aussi que cette attribution-là en conjoint va peut-être être plus intéressante dans des cas où on pourrait faire un don substantiel dans une année parce que les dons qu'une personne peut faire à l'intérieur d'une année vont être limités aux fins de leur utilisation pour le crédit. Donc, on peut donner ce qu'on veut dans une année. Mais pour calculer un crédit, on ne pourra pas utiliser un montant de don admissible qui va être au-delà de 75 de notre revenu net aux fins fiscales fédérales. Puis aux fins fiscales du Québec, c'est 100 Il y a une exception dans l'année du décès au fédéral, c'est 100 aussi. Faut savoir par contre que si jamais on faisait un don qui était au-delà de ce qu'on est capable d'utiliser dans l'année, on est aussi capable de l'utiliser dans les 5 années suivantes. Donc, soit on peut utiliser le conjoint, soit on utilise les 5 années suivantes.
Il y a aussi, vous voyez à droite, la colonne de droite, vous voyez l'économie d'impôt qui est en général, là, on va estimer ça à environ 50 %. C'est possible d'avoir des taux bonifiés pour les gens qui atteignent là, des revenus aux taux marginaux là, qui sont maximum, là, si vous voulez, là, ce qui est 109 000 par année au Québec, on a un taux légèrement bonifié. Et à 216 000 au fédéral, on est légèrement bonifié également. Donc, ensuite, maintenant qu'on a parlé à peu près des taux de crédit, puis de qui réclame quoi, c'est le temps de se demander, bon, mais de quelle nature de dons on va faire. On entend souvent parler des dons en espèces. Les dons en espèces, c'est soit l'argent qu'on remet directement, ça peut être un chèque, ça peut être un transfert. Tout ça, c'est des dons en espèces. C'est également possible de faire des dons de biens. On va voir que les dons de titres qui sont cotés en bourse, donc soit actions, obligations, fonds communs de placement, ça peut être toutes sortes de produits qui sont cotés en bourse, pas juste des actions. Eux vont bénéficier un peu d'un traitement fiscal qui est particulier. C'est possible, par contre, de donner toutes sortes d'immobilisations. Ce serait possible même de donner à la limite un immeuble à revenu là, à un organisme de bienfaisance. Il faut savoir que quand on fait des dons en biens, que ce ne sont pas des biens qui sont cotés en bourse, c'est possible qu'on ait de l'impôt à payer sur un gain en capital qui serait réalisé à ce moment-là. Les biens qui sont donnés, qui ne sont pas des titres cotés en bourse, sont réputés comme s'ils avaient été vendus là, par la personne qui les détient au moment où le don est fait à l'organisme de bienfaisance. On appelle ça une disposition réputée à la juste valeur marchande. Donc, à ce moment-là, on pourrait subir un peu d'imposition. Par contre, si on commence à donner des titres qui sont cotés en bourse, on bénéficie d'une exception particulière dans la loi de l'impôt. Ce gain en capital-là, qui est techniquement réalisé quand même, est inclus à 0 % dans la déclaration de la personne qui effectue le don. Donc, ce n'est pas un revenu, un revenu qui est imposable ou qui entraîne aucune conséquence fiscale pour qu'est-ce qui est de l'augmentation de valeur que ce bien-là a eu pendant qu'on le détenait. Donc, si on a acheté des actions pour 10 puis au moment où on les donne, elles valent 15 on ne subit pas l'imposition sur le 5 Pour vous illustrer ça un peu, on va faire un exemple. Donc, vous voyez à gauche, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on a une personne qui a un portefeuille qui est dans un compte non enregistré, donc on ne parle pas de REER, là, par exemple, on détient directement des titres. Si on prend nos titres en valeur mobilière, puis qu'on les vend, en supposant qu'on a un coût initial de 5 puis que la juste valeur marchande au moment de 5 000, excusez-moi, puis la juste valeur marchande au moment où on les donne est de 25 000 on voit que de faire notre don en espèces, donc de vendre les titres, payer l'impôt et donner l'argent, on s'entraîne seulement une économie d'impôt de 12 024 Tandis que si on transfère directement les titres cotés en bourse à l'organisme de bienfaisance, notre économie d'impôt est de 16 595 et la différence de 4 500 entre les deux est attribuable à l'impôt sur le gain en capital qu'on s'est évité en faisant notre don directement en titre coté en bourse. On va parler aussi d'un autre type de don qui peut être fait, c'est-à-dire le don par l'entremise d'une police d'assurance vie. Il faut savoir qu'il y a deux façons généralement d'effectuer un don en utilisant une assurance vie. Soit de désigner l'organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire de la police ou de désigner l'organisme de bienfaisance à titre de propriétaire et de bénéficiaire de la police. Dans les deux cas, il y a une chose qui ne change pas. L'organisme de bienfaisance va recevoir des sommes à votre décès, va recevoir le capital décès de votre police d'assurance dans les deux cas. Qu'est-ce qui change? C'est le moment où techniquement vous effectuez ce don-là et le montant potentiellement du don qui s'applique. On va regarder une approche puis l'autre. Vous allez comprendre ce que je veux dire au niveau de ces différences. Donc, si par exemple, on désigne l'organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire de la police, qu'est-ce qui arrive? C'est que soit dans notre police d'assurance directement, on peut avoir indiqué que l'organisme était bénéficiaire directement de la police, c'est-à-dire on va décéder, le produit de l'assurance ne passe pas par l'entremise de notre succession s'il y a une désignation directe, puis ça s'en va directement à l'organisme de bienfaisance. Bon. Soit ça, ou soit on l'a indiqué dans notre testament, tout simplement, le produit de mon assurance s'en va à l'organisme de bienfaisance. Et à ce moment-là, les bénéfices fiscaux, que ce soit d'un côté ou d'un autre, vont être les mêmes, puis vont pouvoir être utilisés par la succession du défunt. Là. Donc, même si on a une désignation directe, ça n'empêche pas notre succession d'avoir un crédit d'impôt pour le don qui est effectué de cette façon-là. C'est important de le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on désigne à titre de bénéficiaire? C'est le montant de notre don va être le montant du capital décès parce que le don ne prend techniquement pas naissance, si vous voulez, tant qu'on n'est pas du décès de l'individu.
Donc, le montant du don va être plus important. Le capital d'essai, ici, on voit dans cet exemple-là, si on avait 2 conjoints âgés de 60 ans et une police d'assurance de 100 000, bien, le montant du don à ce moment-là, ça serait 100 000 ce qui entraînerait au décès des économies d'impôts au Québec de 48 200 C'est intéressant quand on a des gens qui ont un patrimoine qui est composé d'actifs sur lesquels on peut s'attendre à avoir une forte imposition au décès. Ça peut être le cas, par exemple, d'une personne qui décéderait sans laisser un conjoint à qui peut rouler des biens fiscalement parlant. Donc, le don au décès peut être très intéressant pour quelqu'un qui s'attend à une facture fiscale salée à son décès. Par contre, d'un autre côté, si on désigne, oui, on peut aller à la diapositive suivante. Si on désigne l'organisme de bienfaisance à titre de propriétaire et de bénéficiaire de la police, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le don tout de suite quand on transfère la propriété. Pour ça, c'est possible d'utiliser une police qui est soit déjà existante ou une nouvelle police neuve qu'on mettrait en place expressément pour ça. Donc, si on prend le même exemple, on a 2 conjoints qui veulent souscrire à une police neuve. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le montant, en fait, de leur don va être à partir du moment où la propriété est transférée à l'organisme de bienfaisance, les primes vont devoir continuer à être payées, évidemment, et ces gens-là vont s'engager à payer les primes pour l'organisme de bienfaisance. Les dons vont être les montants des primes qui vont être payés. Donc, on voit que dans ce cas-là, l'organisme de bienfaisance va aussi bénéficier de 100 000 et seulement au décès, mais va pouvoir quand même, entre-temps, bénéficier des avantages fiscaux parce qu'on va avoir nos reçus de dons au moment où on paye nos primes et non pas au moment où on décède. Donc, l'avantage fiscal est un peu plus petit habituellement à ce moment-là. Par contre, on l'a tout de suite, pas plus tard. Si on utiliserait une police qui serait déjà existante, il faut savoir qu'à partir du moment où on transfère la police, si par exemple c'est une police avec une valeur de rachat, il va falloir établir la juste valeur marchande de la police à ce moment-là, qui va constituer un premier montant de don. Puis par la suite, les primes, s'il en reste à payer, vont aussi être des montants de dons. Donc, ce n'est pas parce qu'on a déjà une police qu'on ne peut pas l'utiliser non plus. Si ça fait du sens, bien entendu, dans notre planification financière, là, dans son intégralité, là, on ne veut pas non plus se priver de sommes dont on aurait besoin par ailleurs là, dans notre patrimoine. Donc, finalement, il y a aussi les dons de produits enregistrés. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on ne peut pas désigner des bénéficiaires de nos produits enregistrés à même les produits enregistrés, mais on peut le faire dans notre testament. Comme je vous expliquais, c'est le même principe que l'assurance. Ça ne change rien qu'on passe par le testament ou non au niveau des incitatifs fiscaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on décède, puis on ne laisse pas nos REER ou nos FER à un conjoint qui peut en bénéficier sans impôt, il y a un montant là, de prime qui est réputé là, comme si on avait retiré au complet le régime immédiatement avant d'être décédé. Et cet impôt-là s'en va dans la déclaration finale du défunt. Si dans son testament, il indique que le bénéficiaire, en fait, le legs particulier de ses REER, de ses FER s'en va à un organisme de bienfaisance, on va quand même aller chercher des crédits pour dons au fédéral et au provincial qui vont venir contrebalancer cette inclusion-là au revenu à laquelle on s'attend. Donc, on peut venir un peu neutraliser l'effet fiscal d'avoir une réalisation de ces régimes-là au décès. Donc, ça peut être intéressant dans certaines circonstances également. Donc, finalement, la question qui tue, mais si je suis incorporée, est-ce que je peux faire un don par l'entremise de ma société par action? La réponse à ça, c'est oui, tout à fait. Il faut savoir, par contre, que la mécanique fiscale est complètement différente au niveau de la société par action et donc les bénéfices sont différents aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une société par action n'aura pas un crédit d'impôt dans sa déclaration, mais bien aura une déduction dans sa déclaration d'impôt. Ça veut dire que l'effet du don va se faire ressentir au taux d'imposition qui est subi par la société. Et on sait qu'en impôt corporatif, les taux d'imposition qui s'appliquent aux sociétés vont varier en fonction du type de revenu qu'elles génèrent ou de d'autres facteurs comme le nombre d'heures qui est rémunéré à l'intérieur de la société pour avoir accès ou non à la déduction pour petites entreprises. Donc, ça veut dire qu'une entreprise manufacturière qui fait un don n'aura pas le même effet au fiscal qu'une entreprise, par exemple, d'un professionnel qui s'est incorporé, qui est seul dans sa corporation. Donc, c'est pour ça, quand on vous disait un peu plus tôt, il n'y a pas de one size fits all là, en termes de planification philanthropique, c'est qu'il faut prendre en considération tous ces aspects-là pour savoir est-ce que ça vaut la peine.
Le taux d'imposition aussi du particulier va être important dans cette décision-là, à savoir est-ce qu'on devrait faire le don personnellement ou par l'entremise de la société. Il y a une chose qui est très, très intéressante quand on a une société qui bonifie encore plus le don de biens cotés en bourse. Je reviens sur les dons de biens cotés en bourse. C'est possible non seulement pour une société de faire un don, mais de faire un don de titres cotés en bourse. On revient au même principe qu'un peu plus tôt. Encore une fois, le gain en capital va être inclus à 0 %. Donc, encore une fois, on ne subit pas d'imposition du fait qu'on transfère ces titres-là sur lesquels il y a une plus-value qui est latente et non réalisée. Par contre, qu'est-ce qu'on a de plus qui bonifie notre situation quand c'est la société, comme une société de portefeuille, qui donne ce type de valeur-là? C'est qu'on aura une inclusion au compte de dividendes au capital du montant du gain qui n'est pas inclus dans les revenus, qui va nous permettre de se verser ces sommes-là libres d'impôt. Donc, ça veut dire qu'on se départit des valeurs au complet, on ne paye pas l'impôt sur le gain latent et en plus, on est capable de se verser des sommes après coup libres d'impôt pour un montant qui va être égal au gain qui aurait autrement été réalisé si on ne l'avait pas fait don de ces placements-là. Donc, ça devient encore plus intéressant à ce niveau-là si on a une société de portefeuille d'utiliser la société pour donner des biens cotés en bourse. Il faut faire attention, par contre, un legs par l'entremise d'une société, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser notre testament pour indiquer à notre société de faire des legs. Donc, si on veut faire un don à notre décès puis bénéficier des avantages à notre décès, il va falloir peut-être plus envisager de faire un don personnel parce que la société étant une personne juridique distincte, on ne peut pas, nous, être un testateur puis donner des indications à une personne qui n'est pas nous-mêmes ou relativement les biens qui ne nous appartiennent pas quand on décède. Ça ne serait pas valide dans un testament. Donc, ça, c'est le petit bémol à les dons par l'entremise d'une société si on est dans cette situation-là. Sinon, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions à ce niveau-là. Vous pouvez peut-être les taper dans le chat afin qu'on y réponde avant qu'on commence à faire les exemples. Mais tout ça va peut-être se placer aussi pendant les exemples. Oui, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte à cette fin, questions-réponses en bas de votre écran. Peut-être pendant qu'il y en a qui tapent leurs questions, s'il y en a, je profiterai pour clarifier une question qui m'a déjà été posée. On m'a déjà demandé est-ce que ça change quelque chose de faire un don à un organisme de bienfaisance ou à plusieurs? Est-ce qu'on a plus d'avantages de faire un don, par exemple, de 1 000 à un organisme que de faire 2 dons de 500 à 2 organismes? La réponse à ça, c'est non. C'est vraiment le montant global des dons qui est utilisé. Donc, pour ça, vous avez toute la latitude. Là. Donc, c'est ça, je comprends. Il n'y a pas nécessairement d'avantage fiscal. Cela dit, on a quand même, on fait plus d'impact à un endroit si on regroupe là. C'est ce que Puis moi, dans le fond, j'avais une question, peut-être de précision. Donc, je comprends bien on a donc beaucoup plus de levier, puis on a une plus grande capacité, dans le fond, à donner à partir de nos biens, si on se structure comme il faut, qu'à partir de nos revenus. C'est plus compliqué, ça demande un peu plus de planification, c'est ça que je comprends, mais il y a quand même, le levier est beaucoup plus grand. Je ne me trompe pas? OK. Oui. Très bien. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Peut-être distinguer les options de dons qui sont faisables du vivant et du décès. En fait, là, c'est le don par l'entremise d'une société ne peut pas être fait au décès, mais au décès, c'est possible de faire tout type de don. Là. On peut faire un don en espèces, on peut faire un don en biens, on peut faire un don de titre coté en bourse, on peut utiliser l'assurance vie, comme on l'a dit un peu plus tôt pendant la présentation. Donc, c'est vraiment juste l'utilisation d'une société là, qui ne peut pas être faite là, si c'est un don au décès qu'on veut faire. C'est bon. Ben, écoutez, je vous laisserai peut-être continuer avec vos études de cas. Puis de toute façon, il y a une période, on va se garder un petit 10 minutes là, pour discuter à la fin s'il y a des questions. Exact. Donc, ouais, on va. Oui, bien, je crois que c'est à moi de prendre la parole. Donc, on va entrer dans les études de cas. On en a 3 pour aujourd'hui. Merci Anne-Sophie pour la partie un petit peu plus théorique. Le but avec les cas pratiques, comme Pascal l'a dit au début, c'est vraiment d'essayer de venir peut-être voir des similarités avec vos situations, puis voir ça serait quoi l'impact justement de donner. Pour les 3 cas, le premier, ça va être justement de voir c'est quoi l'impact de donner, disons, du vivant versus de donner au décès. Puis qu'est-ce qu'il faut faire attention si on veut donner au décès. Le deuxième va être justement sur, comme on a vu, là, de donner en bien. C'est quoi l'impact de donner en bien versus donner en espèces? Puis aussi, Pascal va pouvoir couvrir un lien justement sur le fait de donner via l'assurance vie. Donc, pour commencer, le premier cas,
Madame Jocelyne, qui est médecin, elle a 55 ans. J'essaie de faire une petite mise en contexte, là. Elle a un salaire de 150 000 par année. Elle a un portefeuille de placement d'environ 1 million d'investissement, si on veut. Elle n'a pas d'enfants, mais elle a des nièces et des neveux. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est là la petite touche, c'est qu'elle veut léguer, si on veut, la moitié de son patrimoine à des organismes de bienfaisance, puis l'autre moitié à sa famille. Donc, on ne sait pas quand est-ce que cela va arriver, qu'elle va décéder, si on veut, mais ce qu'elle sait, c'est moitié à la famille, moitié à un organisme. Donc, 500 000 à un organisme, si on veut. Donc, qu'est-ce qui se produirait s'il n'y a pas vraiment de planning, de planification qui est fait? On le voit là, au premier point, disons qu'elle décède, Mme Jocelyne, il y aurait une somme là, de 500 000 qui est léguée à un organisme de bienfaisance, comme je viens de mentionner. Où est-ce qu'il peut avoir une certaine optimisation, si on veut, ou bien ça va être quoi l'impact sur sa situation? Il faut qu'on regarde à son année de décès, quel sera son revenu imposable. Là, on le voit, c'est écrit 200 000 à l'année de son décès. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut aussi appliquer les crédits d'impôt sur l'année passée, là, sur l'année je cherche mes mots, là, mais sur la dernière année aussi, donc l'année précédente, comme qui est écrit ici. Qu'est-ce que ça permettrait? Bien, si on additionne là, 200 000 plus 150 000, on a un total là, de revenus imposables, si on veut, sur les 2 années de 350 000. Puis le don nous permet, en fait, comme on a 500 000 de dons faits, on peut venir appliquer sur le 350 000, ce qui donne disons qu'on utilise les pourcentages à 50 %, on a 350 000 de dons, on va aller chercher 175 000 d'économie d'impôt à 50 %. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Bien, on le voit en bas, c'est que le dernier point en bas, c'est que si on regarde comme ça, on a 150 000 de dons, en fait, qui a généré aucun crédit d'impôt parce qu'on ne peut pas aller chercher, plus de crédit si on veut que le salaire des 2 années ensemble, les revenus imposables des 2 années ensemble. Donc, il y a littéralement ici 150 000 du 500 000 qui est légué au décès qu'on n'aura pas utilisé là, pour aller chercher des crédits d'impôt. Si on va à la prochaine diapo, on peut voir qu'une alternative, puis il y a plusieurs façons de le faire, mais serait peut-être pour Mme Jocelyne de justement établir une fondation philanthropique. Puis le fait d'établir la fondation de philanthropie, ce n'est pas nécessairement ça le game changer, si je peux me permettre, mais c'est plus de dire si elle donnait du vivant. OK? Donc, disons là, qu'elle donne 100 000 $. Puis le principe ici avec la fondation de philanthropie, c'est de dire c'est comme si elle a sa petite fondation privée, puis elle mettrait 100 000 $ pendant 5 ans dans cette fondation-là. Elle serait en mesure d'aller chercher son crédit d'impôt. Puis les chiffres ici fonctionnent parce que sur 5 ans, si elle donne 500 000, bien, c'est 100 000 $ par année. Puis on se souvient que son salaire imposable est de 150 000, si je ne me trompe pas. Donc, avec ce salaire-là, en donnant 100 000, bien, elle va pouvoir utiliser à chaque année tous ses crédits d'impôt qu'elle va chercher. Puis, ça va lui permettre de faire, disons, sur 5 ans, 5 fois 100, 500 000, qu'elle peut appliquer à 100 % contre son revenu. Elle va aller chercher 250 000 d'économie sur 5 ans. Donc, qu'est-ce que ça lui permet de faire? Au lieu elle va chercher un 150 000 de plus de dons qu'elle pourra appliquer au cours de sa vie. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est que justement, on veut donner, les clients, des clientes veulent donner justement, ou des donateurs là, veulent donner à la fin, donc à la succession, si on veut. Mais en faisant une projection financière, on peut souvent voir que des fois, on est mieux de littéralement donner du vivant pour être en mesure d'appliquer tous les crédits d'impôt qu'on a pour pas qu'il en reste à la fin qui vont être non utilisés. Donc, l'exercice de planification est super important pour justement faire une projection là, de la facture fiscale au fil du temps, son évolution au final, là, pour s'assurer de toujours bien optimiser les dons qu'on fait. Par la suite, pour Mme Louise, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pour montrer l'impact justement d'avoir une bonne planification au niveau de si on veut donner, est-ce qu'il n'y a pas une façon fiscalement avantageuse si on veut donner en ayant du gain en capital déjà réalisé? OK? Puis c'est ici qu'on va parler là, de donner en bien. Madame Louise est veuve, elle a 65 ans, bon, 2 enfants, 3 petits-enfants. Elle donne chaque année 6 000 $ à la Fondation de l'INRS. C'est une étude de cas en passant, ce n'est pas vraiment Madame Louise.
Et puis son revenu est de 160 000 par année et elle vit avec 50 000 par année. Pour vous mettre en contexte, la valeur des titres de son portefeuille est passée de 25 000 à 150 000 Puis son conseiller financier lui dit qu'elle devrait, en fait, un petit peu rebalancer son portefeuille parce qu'elle est trop concentrée, donc elle manque de diversification dans son portefeuille. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire attention ici? C'est qu'elle a quand même un gros gain qu'on peut voir ici. Là. Son coût est de 25 000, puis sa valeur marchande de son portefeuille est maintenant de 150 000. Ça, c'est la première chose, mais ce qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus, c'est que Mme Louise donne, puis elle veut donner un 6 000 à la fondation de l'INRS. Si on continue, donc, sa situation actuelle, son espérance de vie, là, disons que c'est 90 ans. Au cours des 25 prochaines années, elle donnera chaque année 6 000 pour un montant de 150 000. Donc, vous comprenez que les chiffres fonctionnent, là, puis c'est le but de la chose, mais elle veut donner 150 000 sur 25 ans à coût de 6 000 par année. Si elle fait ça, ben, qu'est-ce qu'elle va aller chercher? On l'a vu tantôt, là, elle va aller chercher son crédit pour don. Puis si elle donne 6 000 par année, si on y va à 50 on le voit ici, des économies d'impôt annuelles d'environ 3 000 sur une période de 25 ans, 3 000 fois 25, ça donne environ 75 000 d'économies d'impôt. Si tu continues, Pascal, ben, puis en rééquilibrant son portefeuille, parce qu'on s'entend, si Louise doit rééquilibrer son portefeuille jour 1 parce qu'elle n'est pas assez diversifiée et elle a une trop grosse portion, si on veut, dans un titre, bien, ce rééquilibrage-là, sur 125 000 de gains capital, elle va devoir payer 31 250 d'impôts sur le gain capital. Donc, si on met tout ça ensemble, l'économie des dons, si on veut, là, de 75 000, moins le fait qu'elle doit rééquilibrer son portefeuille actuellement, OK? Ça fait environ une économie au final de 43 000 parce qu'on vient soustraire le gain capital, veut pas qu'on est obligé de faire parce que sinon, elle n'est pas assez diversifiée. Si son conseiller avait une vision, si on veut, là, 360 de Mme Louise, puis savait qu'elle veut donner, puis qu'elle a l'ambition de donner à coût de 150 000 sur 25 ans, si on veut, une des solutions qu'on pourrait faire, puis on va venir parler de donner en bien, c'est vraiment de venir léguer le 150 000. En fait, on utilise encore le concept là, du compte philanthropique, mais c'est de venir léguer en bien le placement de 150 000 au compte philanthropique. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'au final, aucun impôt va être à payer. Donc, vraiment, la petite twist ici, si on veut, c'est de ne pas venir payer le gain capital sur le montant qu'on va vouloir donner. Puis pourquoi qu'on utilise la fondation philanthropique, c'est qu'elle va nous permettre de donner justement au fil du temps. Fait que ça l'élimine, comme on voit, là, ça élimine les gains capital de 125 000, puis ça permet l'économie d'impôt de 31 250 qu'on vient de voir à la dernière diapo. Puis les points 1, 2, 3, 4, et si Louise elle pourrait utiliser en fait ses crédits d'impôt sur les 5 prochaines années, parce qu'on le sait, avec le salaire qu'elle a, elle ne pourrait pas utiliser d'un coup le 150 000 pour aller chercher les crédits d'impôt. Si elle le répartit sur les 5 prochaines années, le tout fonctionne. Elle va aller chercher ses économies de 75 000 au lieu que ce soit sur 25 ans. Elle va le faire sur littéralement 5 ans. Donc, elle va avoir du capital plus rapidement. Elle garde son capital plus rapidement. Puis, les économies d'impôt, bon, seront de 15 000 par année, ce que je viens d'expliquer. Puis, ce qui est super important, c'est qu'elle ne va pas payer l'impôt sur le gain capital. Puis, le point 3, juste pour parler un petit peu si on veut, du programme philanthropique, un don de 4 par année. Puis, vous voyez que les chiffres fonctionnent encore. Le 4 par année de la fondation donnerait justement un revenu de 6 000 comme elle voulait au début pour pouvoir donner aux organismes qu'elle veut. Donc, c'est de prendre le 150 000, le mettre dans un programme philanthropique. Elle décide quand est-ce qu'elle va le donner, mais à coût de 4 par année, elle pourrait continuer à donner son 6 000 puis ce que ça lui permet, c'est de condenser sur 5 ans ses crédits d'impôt qu'elle peut aller chercher, puis en plus de ça, ne pas aller payer de gain en capital. Pascal, je te passe la parole. Merci, Maxime. Donc, on arrive au troisième cas. Puis j'en profite pour mentionner, faire une petite parenthèse. Là, Étienne a amené un bon point tantôt. Là, on vient de voir 2 exemples où les donateurs ont 55, 65 ans, mais en fait, vous voyez que la puissance de faire des projections financières sur 20 ans, sur 25 ans, peuvent amener des idées intéressantes. Donc, des fois, de commencer même plus jeune,
il y a encore plus de flexibilité sur toutes les façons de donner. Là, ici, on va voir un cas où c'est une question qui revient souvent. Les gens se disent, ben, en fait, est-ce que je peux vraiment me permettre de donner parce que je veux accumuler du patrimoine pour être un jour indépendant financièrement, puis je veux aussi peut-être, j'ai des enfants, par exemple, j'aimerais ça peut-être laisser des sommes à mes héritiers. Donc, je ne voudrais pas que tous les actifs soient donnés au fur et à mesure à une fondation nécessairement. Donc, ici, on a le cas de Jeanne et Bernard. Ils ont 100 000 en capacité d'investissement. Ils désirent à la fois léguer de l'argent à la fondation de l'INRS, mais ils désirent aussi laisser un héritage à leurs enfants. Donc, ils ne veulent pas compromettre, dans le fond, leur héritier, leur patrimoine successoral au bénéfice uniquement d'une fondation ou de l'INRS. Donc, c'est souvent l'équilibre qu'on va vouloir trouver dans un exercice de planification financière. Puis, en fait, c'est en faisant un exercice complet, donc tantôt Maxime mentionnait l'exercice 360 degrés, donc en faisant une planification financière d'abord, on est en mesure d'établir quel montant ferait du sens d'être donné, quelle valeur successorale on arrive, à laquelle valeur successorale on arrive sans faire de don versus avec le don. Dans un cas comme celui-ci, il y a une solution qui est intéressante, qui permet de répondre en fait à leur objectif qui est un objectif double finalement. Ils veulent autant donner que ne pas nécessairement limiter leur patrimoine successoral. Donc, ce qu'on utilise, c'est que pour faire l'investissement de 100 000 qui est dans un placement non enregistré, on va utiliser un produit spécifique, un produit technique qui s'appelle la série T. Donc, la série T, c'est un produit de placement qui permet d'obtenir des rendements, mais qui vont être sous forme de versement de capital. Donc, au lieu d'être, normalement, quand on aurait un rendement, si on avait un rendement sur un placement non enregistré, on fait l'exemple ici avec 6 000 par année. Donc, 6 000 sur 100 000, ça donnerait 6 %. Normalement, ce seraient des revenus qui seraient imposables pour lesquels là, les donateurs devraient s'imposer annuellement. Dans un cas où on utilise la technicalité de la série T, on arrive à utiliser ce rendement-là, ce 6 %-là, mais sous forme de versement de capital. Donc, ils prennent ce 6 000 $-là et plutôt que le réinvestir, dans le fond, dans leur investissement, ils vont venir capitaliser, donc payer une police d'assurance comprenant un capital d'essai de 150 000 $. Et là, l'objectif, ça va être de donner le 100 000 à la fondation et que l'assurance vie puisse arriver en héritage à leurs enfants, donc pour atteindre leur objectif double, comme l'objectif commun qu'on voyait tantôt. Donc, sur le graphique, on voit ici que, en fait, le 100 000 finalement, il va rester statique au fil du temps. Le coût va diminuer. Donc, le coût initial qui est à 100 000, on va chercher du capital, des remises de capital. Donc, ce qu'on appelle le prix de base ajusté, le PBR, va diminuer tranquillement avec les années et les entrées, en fait, mensuelles ou annuelles, le 6 000 par année va demeurer le même. Donc, ce que ça donne comme résultat, finalement, c'est qu'au bout de la route, le 100 000 va avoir été donné en biens. Donc, on l'a vu tantôt qu'en donnant en biens, on vient sauver le gain en capital. Parce que normalement, si on fait des remises de capital au fil du temps et qu'on ne paye pas d'impôt sur le 6 000 là, à la fin, on se rattrape et on doit payer l'impôt tout d'un coup. Mais là, ça tombe bien, on prend le 100 000, on le donne en biens à la fondation. Dans cet exemple-là, au fil des 15 ans, le PBR, le coût a passé de 100 000 à 10 000 $. Donc, c'est le calcul où on fait 6 000 $ fois 15 ans qui donne 90 000. Le coût a passé de 100 000 à 10 000 parce qu'il a été réduit de 90 000. Donc, normalement, on aurait un gain en capital imposable à ce moment-là de 90 000 $ qui est à un taux d'inclusion ici à 0 %, ce qui est donné en bien. Donc, on vient sauver 22 500 $ en impôt sur le gain en capital. Et en plus, le fait de donner 100 000 va donner un crédit d'impôt de 50 000 $ pour des économies d'impôt totales de 72 500. Donc, en contrepartie, alors ça, c'est d'un côté, la fondation reçoit le montant de 100 000. Les enfants, de leur côté, reçoivent un héritage double, la police d'assurance de 150 000 qui a été payée au fil des 15 ans et des crédits d'impôt de 50 000 $ qui sont
reflété par le don qui aurait été généré de 100 000 si on prend le 50 de taux d'inclusion. Alors, s'ils avaient plutôt investi 100 000 Jeanne et Bernard, à 6 pendant 15 ans, au lieu de faire un don à l'organisme de bienfaisance, bien, les enfants auraient reçu 21 000 de moins après impôt, finalement, en héritage. Donc, c'est là qu'on voit que le fait d'avoir planifié tout ça d'avance, bien, ça a été bénéfique pour eux pour atteindre leurs objectifs communs. Et donc, là, je mets aussi une autre petite parenthèse, mais le fait d'utiliser l'assurance, bien, souvent, c'est plus pertinent, c'est plus payant de le faire à un âge un peu plus jeune, entre autres parce qu'on a une possibilité d'avoir une pleine assurabilité, pas nécessairement d'enjeu au niveau des assureurs qui pourraient amener des surprimes ou faire en sorte qu'on ne pourrait simplement pas prendre ce type de stratégie-là parce qu'on est rendu trop vieux et plus assurable. Donc, dans ce cas-là, ça a été bénéfique pour eux. Alors, on dit ici, bien, êtes-vous prêt à créer votre propre plan philanthropique? Dans le fond, je viens un petit peu conclure ici là, sur ce qu'on a vu durant la séance d'aujourd'hui. Évidemment, bien, on a vu qu'il y avait le fait de donner peut contribuer à réduire l'impôt à payer, soit de votre vivant ou par votre succession, qui a un gros avantage à donner en biens, les titres cotés en bourse, puis dans le fond, éliminer l'impôt sur le gain en capital, qui peut d'ailleurs même être fait via une société, une incorporation si vous en avez une, comme l'a dit Anne-Sophie tantôt. Si vous désirez évidemment faire un don de toutes sortes, que ce soit par l'entremise de votre société ou à titre personnel, bien, c'est important d'en discuter avec un expert, c'est important de se pencher sur votre planification financière globale. Donc, une planification doit être faite dans sa totalité, dans son intégralité d'abord, et ensuite, bien, on peut établir la bonne stratégie. Donc, je rappelle de ne pas faire ça seul à la maison, ça prend des experts. Vous allez recevoir également au suite là, du webinaire un sondage rétroactif qui va vous être acheminé, dans lequel, si on n'a pas l'occasion de répondre à vos questions aujourd'hui, ou encore si c'est des questions qui sont plus personnelles relatives là, à votre situation, on pourra également là, y répondre sur une base plus individuelle. Donc, vous pourrez également soit laisser vos coordonnées si vous voulez, où vous aurez les notes là, pour qu'on puisse prendre contact ensemble. Alors, Étienne, je te redonne la parole pour les mots de la fin, voir s'il y a évidemment des questions qu'on peut aussi y répondre et n'est encore disponible comme tel. On en a une. Tout à Parfait. fait. Mais moi, merci beaucoup d'ailleurs. Je vous remercie d'emblée pour vos informations, une présentation fort intéressante, simple à comprendre aussi. Donc, je retiens certaines choses moi-même. Ce n'est pas nécessaire d'être fortuné. Je pense que vous l'avez démontré. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il y a des avantages fiscaux à tout âge si on a les moyens de donner, bien évidemment. Il y a plusieurs leviers qui existent. Il faut juste trouver le meilleur pour nous et pour notre situation. Ça peut varier. En tout cas, a priori, c'est beaucoup plus simple de donner avec des retenues salariales ou des versements automatiques mensuels ou peu importe. Mais je constate que le potentiel d'impact est beaucoup plus grand en utilisant nos actifs, peu importe l'actif. Ceci dit, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Puis bon, tu as été très clair, là, puis vous avez tous été clairs, il ne faut pas s'improviser là-dedans, il faut le faire correctement, il faut s'organiser. Puis c'est vraiment la première étape pour mettre le pied dans la. Pour s'engager dans cette direction-là, c'est vraiment l'organisation, définir nos objectifs, être bien conseillé. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis j'ai moins 10, c'est parfait, ça. Puis il y a une question. Il y a une question, dans le fond, moi, je vais vous la poser. C'est si possible de clarifier un peu la différence entre les avantages de créer une fondation pour éventuellement donner à la fondation de l'INRS ou simplement donner directement à l'INRS. Pouvez-vous clarifier un peu les avantages là, fiscaux par rapport à ça? Tout à fait. Anne-Sophie, je vois que que tu voulais répondre. Oui, mais tu avais l'air d'être bien parti. Tu t'en allais te répondre? Vas-y. Si tu t'en allais répondre, réponds, sinon je vais prendre la question. Ben, en fait là, faut d'abord comprendre que je vais peut-être démystifier un petit peu juste clarifier un petit peu la chose. Là, quand on parle de fondation, en fait, ce qu'on appelle, il y a vraiment la question de créer une fondation privée. Puis ce qu'on utilise, puis en fait, ce qu'on va souvent utiliser, c'est plutôt un fonds philanthropique. Donc, nous, on en a chez IG, entre autres. Là, donc, ce qui permet que la personne peut
donner en fait un montant via sa fondation. Puis des fois, les gens ne savent pas nécessairement à quelle fondation donner. Je veux dire ça comme ça. Est-ce que je veux donner tout d'un coup un montant à une fondation? Est-ce que j'aimerais en donner à 2 ou 3 fondations dans le temps? Donc, le fait d'écrire une fondation, ça permet un peu un entre-deux. C'est comme une première étape de dire je suis prêt à donner un certain montant, ou encore, bien, dans l'année en cours, j'ai eu des impacts fiscaux importants. J'ai vendu un immeuble, vendu à une entreprise des actions qui fait que j'ai une grosse imposition, puis je voudrais transférer la valeur dans une fondation pour créer une économie d'impôt rapide, mais je ne suis pas encore certain, est-ce que je veux tout donner cet argent-là à une fondation précise ou je vais vouloir la donner dans le temps? Encore, des fois, ça dépend. On me disait tantôt, ça peut être intéressant de donner un montant pour être plus significatif ou créer plus d'impact pour la fondation. Mais des fois, il y a une fondation en particulier qui peut avoir différents projets sur différentes années. Puis, des fois, quelqu'un veut se rapprocher d'un projet en particulier qui va arriver dans 2 ans, qui va arriver dans 3 ans, puis qui aurait aimé donner plus sporadiquement à chaque année que d'un seul coup. Alors, ça permet un peu cette transition, cet intermédiaire-là d'utiliser des fonds philanthropiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, quand c'est pas dans le sûr si on crée vraiment une fondation privée, il y a quand même des coûts d'administration à mettre en place, mais en utilisant des fonds philanthropiques qui sont un peu une fondation maison, on arrive à avoir des frais de mise en place qui sont très accessibles, qui sont très minimes, beaucoup moins chers que ce qu'on peut penser, et qui peuvent répondre à ce besoin-là, justement. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être si je veux juste rajouter un petit quelque chose parce que la question, c'était c'est quoi si je donne, si disons, je donne à l'INRS ou dans la fondation, c'est vraiment ça que ça. Le but, c'était vraiment d'aller chercher tout le crédit d'impôt sur les 5 prochaines années et non pas sur le 25 ans. Donc, si, disons, la personne était ouverte à donner tout de suite sur 5 ans tout ce montant-là à la même fondation, ça reviendrait au même au final parce qu'on va chercher, le but, c'est d'aller chercher le crédit d'impôt vite. Mais normalement, ce qu'on va voir, c'est OK, je sais que mes revenus d'impôt imposables sont plus élevés en ce moment. Je veux aller chercher mon crédit d'impôt, mais il me reste quand même 25 ans à vivre. Donc, j'aimerais ça peut-être donner au fil du temps, dépendamment qui, quand, où. Là. Donc, c'est vraiment ça. Le but, c'est d'aller chercher le crédit d'impôt sans se commettre à donner à une fondation finale tout de suite. Donc, c'est plus de flexibilité, dans le fond, exact. dans les avantages fiscaux de donner, la flexibilité de choisir où on donne. Exact. Grosso modo, là. Okay. Avec le temps. C'est d'aller chercher le crédit d'impôt sans avoir à donner tout de suite au final. Tout à fait. Donc, ben, parfait. Ben, je ne vois pas d'autres questions. Ben, écoutez, on est dans les temps. Donc, ben, merci beaucoup à nos panélistes. Merci d'avoir participé à cette web conférence, web diffusion. Un jour, on reviendra en présentiel sans doute. Mais merci à tout le monde d'avoir participé, puis en espérant que ça vous a éclairé, en espérant que ça vous a donné le goût de contribuer à la fondation de l'INRS, j'espère. On l'espère. Donc, merci beaucoup, puis bonne semaine de la philanthropie à l'INRS. Merci à tous. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.